Bon midi à toutes et à tous. Je m'appelle Grégory Brasseur. Je suis conseiller en transfert d'entreprise pour la région de Montréal au CETEC. J'aurai le plaisir ce midi d'animer ce webinaire avec nos partenaires experts de Dunton Rainville, webinaire qui portera sur les close earn-out qui pourraient constituer un outil pertinent pour vous. Imaginez-vous quelques secondes. Vous sortez d'une rencontre de maillage avec un acheteur potentiel pour votre entreprise ou, à l'inverse, vous sortez d'une rencontre de maillage avec un entrepreneur prêt à vous vendre son entreprise. La rencontre s'est très bien passée. Quelques jours passent. Vous échangez sur les états financiers de l'entreprise, parlez à vos experts, chacun de votre côté. Mais le contexte économique étant incertain, vous avez, cédants et repreneurs, malgré toute la bonne foi de chaque partie, un désaccord sur le chiffre d'affaires anticipé, par exemple, dans les prochaines années ou sur d'autres éléments en lien avec les perspectives d'avenir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Le fit est bon entre l'acheteur et le vendeur. Les deux parties voudraient bien parvenir à une entente. C'est ici que les close earn-out pourraient constituer une piste de solution intéressante pour vous. Les close earn-out prévoient des paiements supplémentaires aux vendeurs après la transaction, donc plus tard, mais qui seront obtenus par le vendeur seulement si l'entreprise qui est transférée atteint certaines cibles. Par exemple, un certain niveau de chiffre d'affaires dans l'année ou les années qui suivent la transaction. On a donc une large partie de l'acquisition payée au moment du transfert et une partie plus ou moins grande qui devient financée par les profits qui seront générés, permettant donc à la fois de réduire les risques pour le repreneur tout en satisfaisant les attentes financières du cédant. Souvent vu d'un bon œil par les banques, vu l'alignement des intérêts qu'il y a entre cédant et repreneur pour assurer le succès d'affaires et la continuité des opérations. Cette formule-là a présentement le vent dans les voiles. Les conseillers du CETEC, comme moi, d'ailleurs, les voient souvent dans les transactions que l'on accompagne. Parlant du CETEC, quelques mots avant d'entrer dans le vif du sujet sur notre organisation et sur ce qu'on peut vous offrir pour faciliter la vente ou encore l'achat d'une entreprise. Le CETEC, c'est un organisme de développement économique qui est neutre, donc on ne prend pas parti ni pour les cédants ni pour les repreneurs. On a un mandat gouvernemental par le ministère de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie pour aider les entreprises à euh, survivre et à croître à travers ce processus de transfert-là et assurer donc leur pérennité pour les 5, 10 années à venir, voire plus. On est présent dans toutes les régions du Québec également. On a également une solution pour vous aider à vendre ou à acheter une PME. On a l'Index, qui est notre plateforme en ligne qui regroupe 280 entreprises, plus ou moins, de toute taille, de tout secteur d'activité. C'est à l'image de l'économie du Québec. On en a des plus grosses, on en a des plus petites. On offre également de l'accompagnement, donc une équipe conseil professionnelle, comme je vous disais, dans toutes les régions du Québec, qui sont là pour vous offrir un accompagnement que je qualifierais de généraliste, dans le sens où on a un processus de transfert et un accompagnement pour vous aider à chacune des étapes. Par contre, on ne va pas remplacer les experts comme les juristes, comme les comptables ou encore les fiscalistes. On va être là, dans le fond, pour vous aider à répondre à la question, je veux acheter, je veux vendre une entreprise, mais par quel bout je prends ça? C'est pas mal la grande valeur ajoutée que les conseillers peuvent vous accompagner. On est là à chaque étape. Donc, si vous avez besoin d'une tête avec qui réfléchir dans le processus de transfert, vous voulez savoir c'est quoi la prochaine étape. Vous voulez savoir c'est quoi un BAYA normalisé, une lettre d'intention, une vérification diligente. On est là pour vous l'expliquer, pour vous référer aux bons experts au bon moment. Le réseau d'affaires étant l'une de nos grandes valeurs ajoutées également, avec l'index dont je vous ai déjà parlé. Donc, si vous cherchez à acheter une entreprise, on en a près de 280. Si vous cherchez un acheteur pour reprendre votre entreprise, vous n'en avez pas à l'interne ou au niveau familial, eh bien, on a une banque de plus de 700 repreneurs qui sont là partout au Québec pour pouvoir vous aider à trouver. On offre également formation et événements comme le webinaire que vous écoutez en ce moment. Quelques mots en chiffres. Le CETEC a initié 2819 transferts, donc des processus qui se sont rendus à la lettre d'intention, ce premier document-là où on s'engage dans un processus de transfert. Évidemment, toutes ces démarches-là n'ont pas nécessairement abouti à un transfert. Celles qui ont abouti sont au nombre de 1370, qui vont, l'ensemble des entrepreneurs qui ont été accompagnés vont être cumulé près de 7 milliards là, de chiffre d'affaires. Donc, au niveau de l'impact économique du transfert, ça donne une idée là, de ce qui
de ce qui nous attend dans l'avenir et jusqu'à quel point là, le transfert d'entreprise est un enjeu important pour l'avenir du Québec, pour son développement économique. J'enchaîne maintenant. Comment ça fonctionne des clauses earn-out? C'est ici que des experts juridiques, donc comme nos partenaires experts de Downton Reville, peuvent vous aider à y voir plus clair. On a le bonheur d'accueillir Monsieur Maître Claude Pellerin, qui a une formation multidisciplinaire ayant obtenu un diplôme DHEC, une licence en droit et une maîtrise en droit des affaires. Il a œuvré dans plusieurs cabinets montréalais avant de se joindre à Downton Reville et il compte près de 30 ans d'expérience dans le droit des affaires, dont 6 ans en litige. Maître Pellerin a donc développé une expertise particulière en fusion et acquisition, transfert d'entreprise, financement public et privé, réorganisation, droit corporatif, sans compter la planification fiscale et successorale également, qui a une grande importance dans un processus de transfert. Ça lui permet d'agir à la fois comme conseiller juridique, officier et administrateur des corporations publiques et privées. Bonjour, Maître Pellerin. Enchanté, merci. Et re-bienvenue dans l'un de nos webinaires, puisque vous aviez également là, présenté un webinaire sur le transfert familial en 2023, qui est disponible d'ailleurs sur la chaîne YouTube du CETEC. Il y aura également un lien, je crois, qui sera partagé dans le clavardage si ça vous intéresse. Notre second expert, Maître Jonathan Quoc, pratique principalement en droit des sociétés, en droit commercial, ainsi qu'en fusion et acquisition des sociétés. Bachelier en droit de l'Université de Montréal, Maître Quoc est également titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université McGill. Il a également une expérience d'entrepreneur familial ayant travaillé au sein de l'entreprise familiale dans la production de vêtements comme responsable du développement des affaires. Enfin, il a participé à plusieurs compétitions de cas, plus particulièrement au concours Guy Guérin, qui consiste en une compétition de plaidoirie en droit criminel. Bienvenue, Maître Quack, et merci d'être présent. Merci, bonjour à tous. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Maître Pellerin pour plonger dans le vif du sujet, les clauses earn-out. Maître Pellerin. Bonjour à tous, donc merci pour cette invitation-là. Qu'est-ce que c'est qu'une clause earn-out? Alors, une clause earn-out, c'est tout simplement une contrepartie conditionnelle lors de la vente d'une entreprise qui est négociée entre les parties, le vendeur et l'acheteur, calculée, règle générale, sur soit le BAYA, donc les profits, les revenus, tout autre élément financier comme des redevances, des droits de licence, ça peut être aussi sur des crédits ou recherche et développement. Donc, ce sont des sommes additionnelles qui seront versées aux vendeurs, mais basées sur des éléments extérieurs à la transaction et qui devront être calculés postérieurement à la dite transaction. Généralement, ces clauses-là vont être calculées sur de 12 à 36 mois pour les paiements. Donc, ça peut être soit dans 3 ans, donc une moyenne de 3 ans de résultat de X pour donner un résultat. Pourquoi on utilise les clauses earn-out? Euh, Bien, c'est tout simplement pour favoriser une transaction entre les parties où le prix peut faire défaut d'entente entre les parties. Donc, combien depuis 2021? Ben, selon Thomson Reuters, près de 33% des transactions depuis le 2021 comportent une clause earn-out. Pourquoi, entre autres? Ben, c'est parce que ça facilite le financement, parce que les banques, oui, vont demander une balance de prix de vente. Qu'est-ce que c'est la différence entre une balance de prix de vente et une clause earn-out ou une contrepartie conditionnelle? Eh bien, imaginons une transaction d'1 million de dollars. L'acheteur va faire un dépôt initial d'un certain montant. La banque va financer une partie de la transaction. La balance de prix de vente, qu'est-ce que c'est? C'est la portion du exemple sur le million de dollars qui reste que c'est le vendeur qui va financer. Donc, il va garder entre ses mains une dette qui lui est due par l'acheteur conditionnel, bien sûr, très souvent à une banque, la banque. Qu'est-ce que c'est l'autre? Ben, ça, c'est au-dessus du 1 million. Donc, où on va? Ben, on dit, ben, en fait, oui, je t'achète ta transaction pour 1 million, pardon. Je t'achète ta compagnie pour 1 million de dollars, mais si on a tel résultat basé sur tel élément, on va te payer une somme additionnelle équivalent à X ou Y. Vous avez ici deux exemples de clause earn-out qu'on appelle. Donc, la première en est une dans le domaine pharmaceutique où l'acheteur va acheter les droits relatifs à un produit pharmaceutique. Il va payer une somme de 650 000 au départ et s'engage à payer à chaque fois qu'il vend un produit, donc une bouteille, une fiole, jusqu'à 25 000
à chaque 25 000 unités de cette fiole qui vend, verser 80 000 au vendeur comme prix de vente additionnel pour un maximum de 2 millions. Attention, cette clause-là comporte aussi des restrictions dans les délais et dans la période d'application. Pourquoi ici? Ben, c'est simplement que c'est un marché très complexe, très spécialisé et où un médicament pourrait ne jamais se vendre. Les deux parties sont prêts à prendre le pari, l'un qui va réussir à les vendre, l'autre aussi, mais n'engage pas complètement le risque sur le prix d'achat. Donc, l'acheteur est prêt à payer une certaine somme au départ, mais n'est pas prêt à payer la somme totale et globale du montant. Donc, c'est une somme qui est conditionnelle, si on veut, à une résultante, qui peut en faire, et attention, lorsqu'on travaille des clauses earn-out, il faut toujours s'assurer de travailler avec un fiscaliste pour s'assurer qu'elle est bien rédigée, parce que si c'est considéré comme un prix d'achat fixe et non conditionnel, l'ARC et Revenu Québec vont vous faire payer le gain de capital sur la valorisation ou sur le prix d'achat additionnel. Alors qu'on doit faire absolument, ou pas dans tous les cas par contre, mais dans certains cas, on va le faire de façon conditionnelle pour s'assurer qu'à la fin de la journée, ben, si on ne réussit pas à atteindre ces objectifs-là, il n'y a pas eu de gain, il n'y a pas eu de paiement sur le prix d'achat. Vous avez un deuxième exemple ici où, lui, le montant est fixe d'avance et c'est établi sur des résultats établis d'une moyenne de 4 entreprises. Donc, il y avait 4 entreprises, c'était un groupe. Et au moment où on a établi cette structure-là, le maximum qui était payable l'année suivante, c'est une somme additionnelle. Donc, celle-ci est beaucoup plus fixe, je dirais, que la précédente qui est inconnue. Donc, là encore, là, c'est à faire vérifier par les fiscalistes pour s'assurer que est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié ou quelque chose qu'on doit ajouter pour s'assurer qu'on ne se retrouvera pas dans une situation où payer un gain sur une vente potentielle. Autre chose que je voudrais souligner, il faut toujours faire attention avec les ventes conditionnelles. Je parlais justement avec un client ce matin où il vendait un tiers de son entreprise cette année et il voulait vendre le 2 tiers de son entreprise l'année prochaine. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est important, même si on met des conditions, euh, s'il y a une option irrévocable ou un paiement irrévocable ou une somme fixe, c'est considéré une vente, règle générale. Toujours, je vous le dis, il faut valider avec le fiscaliste, votre comptable, s'assurer que lorsqu'on va faire la transaction, on ne se retrouve pas dans une problématique. Autre chose qui est important à rajouter, c'est qu'il existe aussi ben, des contreparties conditionnelles inversées qu'on appelle de reverse earn-out. Qu'est-ce que c'est un reverse earn-out? Ben, dans l'exemple que je vous ai donné précédemment, ben, exemple, j'achète ton entreprise pour 1 million de dollars. Je vais te donner une somme additionnelle de 100 000 exemple, par-dessus, basée sur les revenus estimés ou les profits estimés des 3 prochaines années, mais je le paye en avance. Donc, le vendeur reçoit cette somme-là. Qu'est-ce qui se passe au bout de 3 ans? Ben là, si on n'a pas atteint les 10 résultats, le vendeur doit rembourser. Je vous dirais que c'est pas une très bonne idée. C'est bien amusant pour le vendeur qui reçoit l'argent. Le problème, c'est que si le vendeur refuse à la fin de la journée, on a un problème. Il faut poursuivre le vendeur pour récupérer ses sous. Donc, c'est quoi l'avantage pour un acheteur? Ben, ça limite, il y a un accès limité au fonds. Il n'y a pas besoin de sortir autant d'argent pour acheter l'entreprise. Le banquier est très heureux parce que pourquoi? Eh bien, le vendeur reste attaché avec une balance de prix de vente qui est la tendance dans le marché actuellement. Les banques demandent toujours une balance de prix de vente. Mais en plus de ça, si on dit, bon, le vrai prix qu'on devrait payer, c'est 1,2 million, ben, j'ai une balance de prix de vente, mettons, de 300 000 du vendeur. Plus j'ai un ordre de 200 000, ben, le vendeur est là pour 500 000 approximativement. Le vendeur n'ira pas nulle part au niveau de la transaction. Il va rester là, il va s'assurer de la pérennité de l'entreprise et c'est ce qui est important pour les banques. Autre chose importante, très souvent dans une transaction dite avec un earn-out, l'acheteur veut que le vendeur demeure pour une transition plus long terme et c'est à l'avantage aussi du vendeur. Pourquoi? Parce qu'il s'assure de la pérennité de l'entreprise et d'atteindre les objectifs. Donc, l'acheteur répartit ses risques en réduisant son prix d'achat ou fixant un prix d'achat plus bas. Il évalue l'entreprise à un certain prix, puis il se base sur les performances futures. Oui, il y a les performances passées que ses comptables et fiscalistes vont analyser, mais si on se ramasse dans un COVID, si on se ramasse dans une période d'inflation, des choses comme ça, il réduit son risque de ne pas atteindre ces objectifs-là.
Ces clauses-là peuvent être rédigées aussi à être reportées dans le temps s'il y avait une problématique. Il arrive que dans des certains cas, on va faire une clause où on va faire perdurer la clause earn-out pour atteindre un certain objectif. Donc ça, il faut le dire, encore là, bien le rédiger. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça permet au vendeur, comme je disais un peu plus tôt, de rentabiliser son entreprise, s'assurer s'il reste que l'entreprise va atteindre ses objectifs. Et pour l'acheteur, c'est toujours plus payant d'avoir une entreprise qui est pérenne et qui fait des profits qu'une entreprise qui tire la patte, comme on dit. Donc, autre chose, c'est s'il y avait des fausses représentations et garanties ou des problèmes au niveau des représentations et garanties ou des poursuites, ben, c'est là-dessus très souvent et la balance de prix de vente que l'acheteur va essayer de se compenser. Donc, autre élément avantageux pour l'acheteur, c'est que ça lui permet de payer un prix, je dirais, plus cher au vendeur et de gagner le cœur du vendeur en disant, regarde, à la fin de la journée, tu vas faire plus d'argent. Donc, qu'est-ce qui est le désavantage, par contre, c'est que puisque le vendeur, lui, va vouloir garder la main, partie de la main sur le volant, comme on dit, et on voit ça souvent avec ce qu'on appelle des banquiers privés qui vont acheter des investisseurs professionnels, qui vont garder l'opérateur. Ils vont vouloir que l'opérateur qui est là actuellement demeure pour être certain que l'entreprise demeure. Sauf que pour l'acheteur, lui, qui veut avoir les deux mains libres et faire ce qu'il veut avec l'entreprise, ben, il va se limiter parce que ça va venir avec des clauses de gestion ou de contrôle ou des tests financiers trimestriels, des choses comme ça, pour s'assurer justement qu'il n'y a pas une problématique avec l'entreprise. Je reviens à dire, les banquiers adorent ça parce que ça oblige effectivement le vendeur à rester dans les parages. Vendeur qui est la seule personne très souvent que s'il y avait une problématique avec l'entreprise, pourrait reprendre l'entreprise. Donc, attention par contre, ça peut, les stratégies peuvent varier de l'acheteur au vendeur par rapport au profit futur et gain à court terme. Il se pourrait qu'un acheteur veuille se débarrasser rapidement du vendeur, donc s'organiser pour qu'il y ait des gains à court terme et non penser à la pérennité parce qu'il veut changer, améliorer plein de choses. Donc, il y a des points, il y a des situations, c'est pas la liberté à tout prix, comme on dit. Au niveau du vendeur, ben, bien sûr, lui, ben, il va faire plus d'argent en vendant. Hein. Si son entreprise a été évaluée à X, ben là, il va peut-être se ramasser avec un montant plus élevé dans ses poches qui va être de l'ordre de X% au-dessus du prix qu'il aurait vendu son entreprise. Et sachant que son entreprise est bien gérée et profitable, ben, pour lui, c'est toujours avantageux d'avoir une somme additionnelle. L'autre avantage, c'est si on a une transaction avec un tiers ou un compétiteur, ben là, il y a une intégration et permettre justement que les deux entreprises puissent faire plus de profit, des choses comme ça, et participer à ce moment-là à la valeur ajoutée du futur de l'entreprise. Donc, des avantages, ben, c'est ça. Le vendeur, lui, il s'en va pas nulle part. Il est obligé de rester pour s'assurer que son entreprise va être pérenne, qu'il va s'assurer de se faire payer. Parce qu'il peut arriver, comme ça m'est déjà arrivé dans certains dossiers, dans un entre autres, où on a donné l'entreprise à l'acheteur et la transaction a tout simplement capoté et le client a tout perdu, le vendeur a tout perdu parce que justement, ça n'avait pas été bien transigé et bien structuré au niveau de la transaction. Donc, c'est très important de s'assurer. Aussi, ben, il y a des choses qu'il faut s'assurer dans une close earn-out. Par exemple, on faisait ça sur un calcul de crédit R&D. Ben, souvent qu'on a vendu, ben, c'est l'acheteur qui va s'occuper des crédits R&D. S'il ne travaille pas bien son crédit R&D et ses demandes au gouvernement, il est possible que ça soit refusé. Pourtant, c'est des sommes qui auraient pas peut-être dû être payées à l'entreprise duquel le vendeur aurait bénéficié. Donc, encore là, il faut que le vendeur soit là et collabore à la transition et s'assurer que ces choses-là, sur lesquelles ils sont basés, vont se réaliser. Donc, autre désavantage, s'il y a un ralentissement économique, un COVID, des choses comme ça, ou les décisions de l'acheteur, il est possible que sa clause earn-out disparaisse. Moi, j'ai eu un dossier que ils ont perdu sur le shred, mais ils ont fait de l'argent sur le earn-out parce que les profits étaient là, mais le gouvernement a refusé lors de l'audit du crédit R&D. Ça a été refusé. Ils ont perdu leur somme qui devait venir avec ça. Donc, comme on disait aussi un peu plus tôt, ça sert généralement très souvent à compenser les, euh, les, les, les indemnisations, entre autres choses, avec la balance de prix de vente contre le vendeur lors de représentations pour les représentations garanties.
Donc maintenant, je vais passer la parole à Jonathan qui va nous parler des considérations fiscales des clauses earn-out. Oh, PowerPoint, est-ce qu'il est là? Je ne vois plus. Ce sera pas long, je vais repartager le PowerPoint. Ça tombe bien parce qu'on a justement une question fiscale qui a émergé qu'on pourra répondre plus tard, mais probablement que la section par Maître Quack va pouvoir y répondre. En espérant. Donc, moi, je vais aborder les considérations fiscales. Euh, donc, avec les clauses earn-out utilisées de plus en plus, comme Claude avait dit au début, 33% des clauses earn-out, si vous trouvez dans des contrats contrats de transaction en 2021. Il y a non pas seulement des questions commerciales essentielles à prendre en compte, il y a aussi des conséquences fiscales à garder en tête lors de la négociation et de la rédaction de ces clauses-là. Donc, de manière générale, les paiements provenant d'une clause earn-out sont traités comme des revenus gagnés par le vendeur et non comme du gain en capital. Pratiquement, ce que cela veut dire, c'est que le montant va être taxable au taux d'imposition normal, contrairement au gain en capital. Donc, seulement 50% du montant est taxable. On va rentrer dans le noyau juridique un peu. Alinéa 12.1G de la loi de l'impôt sur le revenu oblige les contribuables à inclure dans le revenu les sommes qui ont, qu'ils ont reçues en fonction de l'usage d'un bien ou de la production qui en découle, qu'elles aient été ou non versées en acompte sur le prix du vent du bien. Donc, dans la plupart du cas, on peut soutenir que les paiements effectués sur les clauses earn-out sont visés par justement cet alinéa-là. Ce que ça veut dire pour le vendeur, c'est ce que ça veut dire, c'est que ce que les paiements sont considérés comme un revenu régulier plutôt qu'un gain en capital, lorsque c'est dans le cas d'une vente d'actions ou produit découlant de la disposition d'un achalandage, lorsque c'est dans un cas de vente d'actifs, dont seulement 50% du montant est imposable. Simplement dit, c'est moins avantageux pour le vendeur sur le plan fiscal. Et pour l'acheteur, le paiement initial du prix d'achat de base établit généralement le coût fiscal du bien qu'il va acquérir. Donc, tout paiement supplémentaire augmentera ce coût fiscal par rapport au montant de la clause du earn-out. Par contre, l'Agence du revenu du Canada a publié des directives administratives qui aident justement les vendeurs à établir d'une manière fiable le traitement fiscal des clauses earn-out dans certaines situations. Donc, dans le cas de vente des actions, lorsque certaines conditions sont remplies, dont je vais élaborer sous peu, le vendeur peut recourir à ce qu'on appelle la méthode de recouvrement du coût pour les paiements additionnels reçus via une clause de earn-out. Et dans ce cas-ci, les sommes vont être considérées comme du gain en capital. Euh, je vais faire un survol des conditions parmi d'autres que pour que cette méthode de recouvrement du coût s'applique, et ils sont les suivantes. La clause doit se terminer au plus tard 5 ans après la transaction. Le vendeur est résident du Canada et la clause sur les bénéfices futurs se rapporte à un écart d'acquisition dont la valeur peut être l'objet d'un désaccord entre le vendeur et l'acheteur au moment de la vente. Autrement dit, la clause earn out porte sur l'achalandage de l'entreprise dont la valeur ne peut pas être établie ou raisonnablement convenue par les parties au moment de la transaction. Donc, par conséquent, si les conditions de cette méthode sont remplies, le vendeur pourra se qualifier le montant comme gain en capital et, comme j'avais dit mentionné précédemment, il va s'en profiter d'une taux favorable, soit le 50% du montant. Par contre, cette méthode ne pourra pas s'appliquer à toutes les ventes d'actions. Euh, Deux choses que l'ARC nous indique, que c'est les parties qui ont consenti à un close earn-out pour des raisons stratégiques ne peuvent pas s'en prévaloir. Et aussi, l'ARC indique que ces méthodes ne s'appliquent pas pour les ventes d'actifs. Donc, pour éviter des surprises au moment de la clôture, que Claude a mentionné avant avec le cas avec le client ce matin,
il faut bien consulter un comptable et un fiscaliste pour que la transaction soit plus efficace sur le plan fiscal. Maintenant, et finalement, la dernière section, c'est les litiges et les divergences d'interprétation des clauses earn-out. Donc, suivant le thème de l'augmentation des clauses earn-out qui sont inclus dans des contrats, ça aussi accompagne une augmentation des litiges par rapport à ces clauses-là. D'emblée, l'interprétation de ces clauses se font sur la base de la formulation expresse négociée par les parties ainsi que les circonstances. Donc, j'ai noté ici un exemple de jurisprudence Whiteside contre Celestis International Inc., où la Cour d'appel de l'Ontario s'est penchée sur la question de savoir si un nouveau contrat important qui devait être pris en compte dans la formulation d'indexation sur les bénéfices futurs qui faisait partie du close earn-out. Ce nouveau contrat a été conclu par l'acheteur après la clôture, mais c'était travaillé ou c'était géré par le vendeur avec ses anciens employés pré-clôture. Donc, ce que la Cour a dit que le nouveau contrat devrait être inclus dans la clause earn-out et cette décision était fondée sur la libellé de la convention, la lettre d'intention et l'inclusion des projets similaires dans le formule. Et donc, souvent, dans les cas de litige concernant les clauses earn-out, la question est de savoir si l'acheteur a déployé les efforts suffisants pour obtenir le paiement de l'earn-out du vendeur. En d'autres termes, si l'acheteur a rempli ses obligations en vertu de la norme relative aux efforts. La norme relative aux efforts des clauses earn-out imposée au acheteur et le libellé de la clause du contrat a non seulement une incidence sur les obligations de l'acheteur après la clôture et sur le marge de manœuvre pour prendre des décisions commerciales, mais peut aussi être un facteur déterminant dans le litige concernant les clauses earn-out. Donc, le choix de la norme en matière d'effort est souvent un point de négociation dans le processus de rédaction et la formulation spécifique, et aussi le libellé, peut avoir un impact significant sur les obligations des parties et peut être l'issue des litiges potentiels. Donc, la question est donc, quels sont les niveaux d'engagement que l'acheteur doit-il respecter pour exécuter ou remplir ses obligations post-clôture dans le contexte d'un cas de earn-out? Dans un contexte où le terme du earn-out s'étend sur plusieurs années, ça devient de plus en plus important et l'impact de l'engagement de chacun des parties doit être observé. Donc, les tribunaux canadiens ont appliqué différentes attentes et exigences sur justement l'engagement des efforts de chacun des parties, puis ils ont établi une hiérarchie tripartite qui était bien émergée dans la jurisprudence canadienne. Donc, je vais commencer par celui qu'on appelle les meilleurs efforts, qui est aussi, la plus exigeante. Et ce que ça veut dire, que ça impose à la partie de prendre toutes les mesures raisonnables pour atteindre l'objectif. Donc, il s'agit de faire tout ce qui est habituel, nécessaire et approprié pour garantir le succès de l'événement. Mais par contre, c'est pas illimité. Les tribunaux ont quand même imposé une limite à cet engagement-là. Et les tribunaux n'exigent pas d'une partie que se sacrifie totalement ses intérêts économiques de la partie à laquelle l'obligation est due, bien que les intérêts de l'autre partie soient prédominants. Autrement dit, la partie ne doit pas sacrifier entièrement ses propres intérêts, mais de donner priorité aux intérêts de l'autre partie. Donc, elle doit être abordée à la lumière du contrat en question, des parties et de l'objectif du contrat. Donc, je vais donner un exemple où cette norme a été remplie dans un contrat de bail exigeant des locataires qu'ils obtiennent une licence commerciale pour exploiter une concession d'automobile. Ce qu'ils ont fait, c'est les locataires ont déposé une demande dans les 3 jours suivant la clôture de la transaction, mais les autorités réglementaires leur ont dit que la procédure prendrait beaucoup plus de temps que prévu. Et donc, le tribunal a considéré que dans ce cas-ci, le critère de meilleurs efforts a été respecté. À contrario, dans une norme où celui-ci n'a pas été satisfait, c'était un contrat, c'est un achat de terrain
où le contrat exigeait que le vendeur fasse tout son possible pour obtenir des autorisations de lotissement. Et ce que le vendeur a fait, c'est que il a engagé un agent pour obtenir ces autorisations, mais l'agent n'était pas capable d'avancer la procédure. Puis la Cour a estimé que le vendeur n'a pas déployé les meilleurs efforts. Et puis il a remarqué que pour satisfaire cette norme-là, il faut faire la preuve de progrès ainsi qu'une réponse raisonnable et sensée aux obstacles. Donc maintenant, je pars au deuxième niveau d'engagement dans la hiérarchie et ce que la jurisprudence appelle les efforts commerciaux raisonnables. Et la différence avec l'engagement précédent, c'est que cet effort commercial raisonnable consiste d'une analyse coûts et bénéfices. Et donc, dans un litige concernant la vente des taux résidentiels, l'obligation de l'acheteur était d'utiliser des efforts commerciaux raisonnables pour poursuivre l'affaire jusqu'à temps que ça soit commercialement déraisonnable pour lui. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est de prendre en compte toute l'information en sa possession sur la probabilité que la demande réglementaire soit approuvée et de tenir compte de la probabilité de succès par rapport aux coûts qu'il fallait entreprendre pour y faire. Donc, si les coûts étaient déraisonnablement hauts en relation de la probabilité du succès, cela justifie l'acheteur de ne plus le poursuivre. Donc, la distinction, justement, c'est que le fait que la partie n'a pas privilégié les intérêts de la contrepartie contractuelle. Et finalement, la dernière, c'est les efforts raisonnables. Et bien que cet engagement n'a pas eu beaucoup d'attention des tribunaux, c'est un seul moindre que meilleurs efforts. Donc, il s'agit d'un engagement modéré et prudent de diligence sur nous pour atteindre l'objectif. Autrement dit, on utilise le seuil d'une personne raisonnable, ce qu'une personne raisonnable entreprendrait pour atteindre l'objectif. Et donc, en raison de la nature flexibilité des modalités d'exécution des obligations découlant des contrats et aussi des clauses earn-out, il est donc important de comprendre les positions des tribunaux, de comment ils interprètent ces normes-là et quelles que ce soit les natures des actions prises pour respecter ces niveaux d'engagement, il est essentiel d'adopter une approche réfléchie et bien fondée et non seulement pas d'agir de bonne foi dans l'accomplissement de ces obligations, mais il doit aussi servir à prouver la raisonnabilité et la nécessité des mesures prises dans l'éventualité d'un litige. Et donc, voici la fin de ma partie sur la présentation des clauses earn-out. Et puis, voici, et on commence la période des questions pour justement celui en attendant s'ils en ont. Merci beaucoup, Maître Quack. Donc, Chantal, je te laisse la parole pour identifier les questions qu'on a reçues du public que vous pouvez d'ailleurs poser dans le Q&A si vous ne l'avez pas encore fait. Merci. Donc, la première question, on nous demande, y a-t-il la possibilité de structurer le earn-out afin qu'il soit considéré comme un gain de capital? Oui, ben on l'a expliqué un peu plus tôt qu'en vertu des règles de l'ARC, il y a possibilité d'en faire un gain de capital, mais il y a des critères à respecter. C'est pour ça que dès le départ, on vous a dit, il faut s'asseoir avec votre comptable, il faut s'asseoir avec votre fiscaliste, il faut s'assurer que la clause est bien rédigée, qu'il y a les éléments essentiels selon le mémo du gouvernement de l'ARC pour s'assurer que ça va être considéré du gain de capital et non du revenu. Aussi, ne pas oublier, si on fait un achat d'actifs, ça n'a pas application. OK? Donc, oui, ça se fait, mais il faut bien le faire. Merci beaucoup. Deuxième question. Comment considère-t-on une clause indiquant, par exemple, un ajout au prix de vente équivalent à 50 du BAYA de la deuxième année et à 50 du BAYA de la quatrième année, afin d'offrir un bonbon aux vendeurs pour avoir soutenu les repreneurs qui connaissent l'entreprise de façon plus ou moins approfondie? OK, la question est, ils veulent savoir Euh, si ça correspond à une clause d'earn-out? Oui, possiblement. Encore là, il s'agirait de la voir comment elle est rédigée correctement. Ici, je comprends que ça serait plus une clause de lettre d'intention. Bonjour, je t'offre X centaines de milliers de dollars au départ, plus 50% du BAYA à la deuxième année et 50%. Mais ça, c'est pas une clause
qu'on va retrouver dans le contrat. Ça va être une clause genre, voici comment on considère que le prix d'achat va être structuré. Et attention, est-ce que ça va être considéré, selon la rédaction, partie du prix d'achat au départ ou un out? Parce que dans la lettre d'intention, c'est plus vague que ça, là. La clause ne sera pas définie du prix d'achat correct complètement, là. On va dire, on t'offre tel prix, on t'offre de donner 50% du BAYA, on t'offre un autre 50% du BAYA. Oui, mais ça, c'est pas la clause earn-out. Il faut faire très attention parce que de la façon que je la vois actuellement, là, simplement dit, pour moi, c'est une balance du prix de vente. C'est, je te paye X, tu vas avoir 50% du BAYA plus 50% du BAYA. Ça fait partie du prix d'achat complet. C'est pas un out. Et on a souvent, Maître Pellerin, un contrat de travail qui peut être déterminé pour le temps de la transition. Est-ce que, d'une part, une clause earn-out pourrait se substituer à ça? Est-ce que fiscalement, l'Agence de revenus du Canada va voir ça comme étant un earn-out véritable et avec la possibilité d'en faire un gain en capital également? Ben, ça, c'est deux choses différentes. Ton contrat d'emploi, c'est normal qu'une transition, que tu t'entends, soit qu'il agit comme consultant, soit qu'il y a un emploi de 3 ans ou 4 ans pour faire la transition. Encore là, il faut faire attention. Je veux dire, si ton contrat d'emploi, ton versement de revenus est conditionnel à tel pourcentage de profit, là, ça pourrait tomber sur une clause earn-out parce que là, le gouvernement pourrait considérer finalement ton contrat est tellement intrinsèque avec ton coût d'achat que finalement, c'est pas du revenu d'emploi, c'est du revenu de gain. Encore là, je veux dire, il faut faire attention. Il y a des gens qui aiment ça faire des choses un peu complexes. Il faut faire très attention, là. Il faut pas se ramasser qu'à créer un monstre parce que l'ARC va toujours prendre la position qui est la plus avantageuse pour l'ARC. Donc, prudence et Oui, planification fiscale parce que avec ça un peut être, avocat notamment, effectivement, parce que ça pourrait être considéré du revenu d'emploi. Donc là, tu qui n'est vas pas peut-être te faire imposé. taxer pas au même taux, là. Donc, ça, faut regarder, là. Merci. Prochaine question. Les paiements subséquents étant considérés comme un revenu, devons-nous prélever la TPS-TVQ? OK. On ne vend pas un actif ici. C'est du revenu considéré du revenu d'emploi et non du revenu du revenu de vente d'un bien. Mais là, il faut faire attention là, comment on va encore là le structurer. Est-ce que c'est une vente conditionnelle? On vend des biens à un prix additionnel? Oui, à ce moment-là, ça serait considéré comme un revenu de vente d'un bien. Il va y avoir TPS TVQ, selon moi. Puis encore là, on parle au fiscaliste pour s'assurer, parce que là, c'est si on vend un actif, c'est taxable à la base. C'est taxable TPS TVQ. Donc, si on a un prix additionnel, donc on paye plus cher, effectivement, il y aurait TPS TVQ par-dessus. Si on vend des actions, puis si on les considère correctement, il n'y en aurait pas. Donc encore là, il faut s'asseoir parce que là, on ne veut pas créer des monstres, là, puis se retrouver justement dans une situation où on se retrouve puis qu'on a oublié un morceau de puzzle, là, comme on dit. Si on vend des actifs, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de s'entendre, je crois, avec un formulaire Oui, du... oui, Oui, Vincent, oui, un formulaire où lorsqu'on vend plus de 90% de l'entreprise, à ce moment-là, parce qu'on considère l'entreprise, ça veut dire tous les actifs nécessaires à la réalisation de l'opération de l'entreprise, incluant un bail ou un droit dans un bail ou dans un immeuble, effectivement, on a le droit à une exemption, c'est un in-out qu'on appelle. Donc, oui, un formulaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder, là, qu'est-ce qu'on vend? On vend-tu un bien, pas un bien? Quand est-ce qu'on va le fixer? Moi, je vous dirais que là, à ce moment-là, il va falloir regarder avec le fiscaliste, est-ce qu'on va se ramasser? On a déposé un prix d'achat, on a déclaré telle chose, et là, on a un out par la suite là-dessus. Est-ce qu'il faut amender notre formulaire ou pas l'amender, notre formulaire? Comment on va le traiter? Parce que là, ça va être là où on va dire, est-ce qu'il fait partie de l'achat, pas partie de l'achat ou c'est postérieur? Donc, ça, c'est des choses justement pour garder avec des gens qui en font parce qu'on ne veut pas se ramasser dans une situation où, après ça, on reçoit un avis de cotisation de Revenu Québec et la TPS-TVQ, c'est payable en recevant l'avis de cotisation. donc prudence également là. Possibilité d'éviter la TPS-TVQ, mais il faut bien planifier, remplir le formulaire et tout, et respecter les conditions. Oui, effectivement, pour s'assurer évidemment qu'on ne se ramasse pas dans une situation où on va payer pour rien. Merci. Prochaine question.
Dans un dossier type, le montant du earn-out représente quel pourcentage du prix de vente environ? Ça va dépendre. Généralement, on va dire peut-être un tiers du prix, je dirais, ou 20% du prix va être le earn-out parce que vous allez avoir une portion balance de prix de vente, vous avez un montant, mais ça varie d'une transaction à l'autre. Moi, j'ai une transaction actuellement que le earn-out, bon, la transaction va se finir, c'est fini finalement avec une vente d'actifs, là, mais c'était une vente d'actions au départ. C'était pas loin du deux tiers, le earn-out. Parce que c'était vraiment sur la vente, puis ça, c'est dans le domaine pharmaceutique que je disais. C'était 650 000 de paiement au départ, puis c'était 2 millions le prix total. Donc, le earn-out, là, c'était comme le deux tiers de la transaction. Mais ça, c'est assez rare que c'est comme ça. C'est assez rare qu'un vendeur. Mais ici, c'est parce que l'acheteur prenait le pari que lui, il allait être capable de percer le marché. Donc, en fonction du risque également perçu, j'imagine, du côté repreneur, puis accepté, perception de risque acceptée par les vendeurs également. Exactement, exactement. Parce que c'est une matière, c'est une manière de financer la vente aussi là, pour le vendeur, là. Merci. Prochaine question. Est-ce qu'il y a des risques fiscaux pour l'acheteur? Ben, en fait, ça va être son coût de base là, rajusté qui va varier, mais il n'y a pas vraiment de risques fiscaux parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il paye le prix d'achat. Donc, c'est pas lui qui va être imposé, là. Il n'y a pas d'imposition comme telle, là. Du moins, je pense pas qu'il y ait une imposition. Je vois pas de risque fiscal comme tel, à part possiblement dans le futur, où on dirait que là, il a acheté, il a payé telle chose, ça a été considéré comme du prix d'achat et non du revenu. Il revend et là, le gouvernement considère que non, c'est pas le bon traitement fiscal qui a été fait à l'époque. Et là, il y a une variation du traitement fiscal. Et là, bon, là, il faudrait analyser la question comme telle. Ça serait le seul moment où je verrais, ça serait lors de la revente ou lors d'un audit du gouvernement qui dirait non, de traiter ça comme du prix d'achat. Nous, on ne considère pas ça du prix d'achat. Ça serait la seule place. Mais que ce soit du paiement de revenus ou que ce soit du paiement de à part si ça serait non, ce serait du revenu, donc ça serait juste au niveau de la déduction que ça varierait selon moi, là. Je suis pas fiscaliste, par contre, là. Faudrait s'asseoir parler avec un fiscaliste là, pour se poser la question vraiment si ça serait quoi l'impact pour un acheteur, mais moi, je vois pas d'impact vraiment, à part la variation là, de la déductibilité, comment elle va être déduite, là. Merci. Prochaine question. Au sujet des normes meilleurs efforts et les deux autres, parle-t-on des termes à choisir d'inclure dans nos contrats? Non, ça, c'est une obligation légale qu'on appelle. Ça, c'est les tribunaux qui en sont venus à décider lors d'une transaction pour la réalisation du paiement additionnel qu'on appelle conditionnel, c'était quoi l'obligation de l'acheteur? Qu'est-ce qu'il devait faire l'acheteur au niveau pour que cette réalisation, donc autrement dit, un litige, un vendeur qui dit j'ai pas été payé, je veux être payé, tu n'as pas fait ce que tu avais à faire pour que ça se réalise, autrement dit que tu fasses tant de pourcentage ou tu fasses tant d'EBITDA dans les prochaines années pour que moi j'aille 3,5% de l'EBITDA, ben, tu n'as pas fait ce que tu avais à faire pour l'atteindre, donc c'est de ta faute. Donc, les tribunaux sont venus avec trois normes. Donc, selon les dossiers, une norme raisonnable, une norme qui est beaucoup plus élevée, puis une norme de base. Donc, ce que Jonathan nous a expliqué. Donc, ça, c'est vraiment la jurisprudence. Ça, c'est quand nous, on plaide, finalement, c'est pas. On peut le marquer, là. Vous devriez faire le meilleur effort ou un effort raisonnable, des choses comme ça. Euh, Ça va dépendre de la rédaction, mais encore là, bien que ça soit marqué, c'est une question, ça va toujours être une question de fait. Le juge va dire, est-ce que vous avez fait l'effort requis pour arriver à cette réalisation? Parce que c'est sûr et certain que moi, si je représente l'acheteur, je vais dire, ben non, moi, ça va être l'effort raisonnable, agir à bon père de famille, de bonne foi, alors que le vendeur va dire, non, tu vas te rouler à terre, puis tu vas t'ouvrir les veines pour me payer. Donc, des fois, on va éviter de mettre des clauses qui nous peuvent nous tomber dans le front, là. On espère évidemment ne pas avoir à en arriver là, mais voilà. Chantal? Oui, prochaine question. Est-ce qu'il y a un risque pour l'acheteur si la formulation n'est pas déterminée comme une clause earn-out versus balance de vente conditionnelle? Ben, en fait, j'en ai parlé un peu plus tôt, hein, c'était la question fiscale. Est-ce qu'il y a un risque pour au niveau fiscal, selon moi, il n'y en a pas vraiment, mais ça, c'est à valider avec un fiscaliste. Sinon, est-ce que ça peut être considéré comme une véritable balance de prix de vente? Ben, encore là, c'est ça.
il va falloir regarder comment la clause a été rédigée. C'est sûr que si on dit je te paye dans les 3 ans qui suivent l'entreprise 200 000 et il n'y a à peu près pas de conditions de réalisation ou comment je pourrais dire, de base là-dessus. Si la moyenne de l'EBITDA est toujours la même, ben là, on peut peut-être se ramasser avec une situation où c'est tellement vague qu'effectivement, le vendeur va avoir raison de dire non, non, c'était une balance de prix de vente, c'était pas un out. La moyenne est toujours là parce qu'on a oublié de marquer des 3 dernières années, puis lui, il prend les 6 dernières années ou les 10 dernières années, je ne sais pas trop. Donc oui, il y a toujours un risque. C'est pour ça que vous allez travailler avec des juristes qui vont les rédiger de façon pointue pour s'assurer que les conditions sont dedans. Là. On ne fait pas juste dire hey, un matin, c'est la nouvelle sauce, on va mettre un out, ça va bien aller, puis on marque un out en haut, puis on met 3 lignes, puis c'est fini. Là. Ça marche pas comme ça, là. C'est plus complexe que ça parce que, n'oubliez pas, la journée qu'il y a un litige, vous allez aller voir quelqu'un comme moi qui va vous représenter, mais vous allez aller voir quelqu'un comme moi, mais qui est juge. Puis là, lui, là, vous allez être obligé d'expliquer comment vous avez interprété la clause, puis l'acheteur va faire la même chose et vice-versa. Si c'est mal rédigé, ben là, le juge va finir par trouver la décision basée sur l'ensemble des faits du dossier et là, va dire, ben oui ou non, ou c'est ci ou c'est ça. L'incertitude chez les avocats, c'est très payant, mais c'est pas une bonne idée dans les transactions. D'ailleurs, auriez-vous, pour les gens qui nous écoutent, là, des acheteurs, par exemple, qui envisageraient peut-être cette solution-là, euh, quelle manière introduire l'idée auprès du cédant, comment s'y prendre au niveau de la négociation de tout ça? Est-ce qu'on implique un avocat plus tôt, plus tard? Ben, Euh, en com- fait, ça dépend à quel niveau où on part. OK? C'est toujours la même affaire. On part par où notre dossier? Comment on le part? Est-ce qu'on embarque un avocat tout de suite avec la lettre d'intention, fret net sec, on l'envoie, il s'en va négocier avec le vendeur, puis là, on veut une lettre d'intention parce que nous, on est intéressé, puis qu'on envoie ça. Ou on commence par une convention de confidentialité pour commencer à regarder les chiffres. Règle générale, je vous dirais que la meilleure approche, c'est on va commencer par une convention de confidentialité avant de mettre un chiffre sur la table. Une fois qu'on a regardé les états financiers des 2, 3 dernières années, qu'on a fait une analyse rapide financière de l'entreprise, on peut commencer à impliquer l'avocat puis faire une lettre d'intention. Et là, c'est une question de fait. Et aussi, comment l'acheteur a les poches profondes. Y a-t-il le moyen de l'acheter au prix qu'il pense que ça vaut ou il aime mieux s'assurer de la pérennité de l'entreprise? C'est toujours une question de fait. Là, on va regarder, on va analyser tout ça. On pense que ça vaut tant. Le vendeur pense que ça vaut, nous, on pense que ça vaut 1 million. Le vendeur pense que c'est 1,5. Bon, on a 500 000 de différence. Bon, on est-tu capable de se rapprocher? Puis à un moment donné, on n'est plus capable de se rapprocher. C'est dans ce temps-là que on va, dans la lettre d'intention qu'on va négocier, on va essayer d'introduire à ce moment-là le earn-out en disant, regarde, nous, on pense que ça vaut 1, tu penses que ça vaut 1,5, regarde ce qu'on va faire. On ne peut pas en deux, là. On va monter ça à 1,2, et demi, 1,3, mais basé sur un earn-out. Tu as confiance en ton entreprise, tu la connais, ça fait 20 ans que tu la roules, tu vas travailler avec nous pour les 3 prochaines années, on va s'assurer, mais tu vas atteindre ça. Et si on le fait avec un pourcentage, ben, le vendeur va peut-être commencer à calculer, il se dit, ouais, mais dans le fond, si je monte ça encore plus, là. C'est pas 1,3 que je vais faire, là. C'est 1,5 que je vais faire. Je vais être bien content, je vais l'atteindre. Donc là, tu viens de vendre à ton vendeur une solution financière intéressante. Attention, ce qui est dans la lettre d'intention, on se le fait mettre sur le nez à chaque fois, mais ce n'est pas, comme on dit en anglais, binding. Autrement dit, ce ne sont que des documents de négociation. C'est après ça qu'on va négocier les documents. Et c'est important parce qu'on ne veut pas justement que ta lettre d'intention, elle indique tu vas avoir une clause earn-out, calculée de telle façon, etc., etc. Puis que là, l'ARC nous revienne en nous disant non, 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 mais c'était marqué dans la lettre d'intention ici, là, donc c'est un fixe, là, donc il aurait dû payer. On ne veut pas ça. C'est pas binding, mais ça va être rédigé correctement dans la convention finale d'achat d'action. Merci. La prochaine question est une question qu'on souhaite avoir vos commentaires. La personne dit qu'elle est courtier en entreprise depuis plus de 30 ans et voit très rarement des clauses de earn-out. Ses vendeurs, il dit, mes vendeurs veulent se retirer et ne veulent pas de contrôle sur les résultats futurs
mes acheteurs considèrent qu'ils vont faire beaucoup, beaucoup mieux que les vendeurs et ils ne veulent pas partager. Ben oui, d'accord, il y en a jamais vu. Moi, j'en vois. La tendance, c'est un tiers à date en 2021, pan-canadien. Il y en a de plus en plus. Les banques demandent des balances de prix de vente. Les banques poussent de plus en plus pour des earn-out parce que justement, ils veulent attacher les gens. Très possible qu'il n'y en ait pas vu. Ça fait Est-ce 30 ans que, que Oui, oui, est-ce qu'on en voit davantage dans certains secteurs, certaines entreprises qui ont un certain chiffre d'affaires? non, non. Ça dépend toujours de l'appétit du vendeur, puis ça dépend toujours aussi de ses conseillers, là. Je veux dire, oui, je comprends que souvent le vendeur veut partir. Hein, ça fait 40 ans, 30 ans qu'il fait ça, puis il veut s'en aller, il veut un clean break qu'on appelle. Oui. L'acheteur va vouloir mettre les deux mains sur le volant, comme j'ai dit au début. Oui. Ça ne s'applique pas dans tous les dossiers, mais il y en a de plus en plus. Et malheureusement, ben, ça fait partie du jeu. Puis des clauses, puis des façons de faire, ça fait depuis que je pratique que ça change. Et là, aujourd'hui, c'est la tendance dans le marché. Puis ça se peut que très bien que le courtier en vente d'entreprise n'a jamais vu ça. Ou il n'y en a jamais eu. C'est très possible. C'est très Ah, pratique. Il y a bien des affaires il que y a j'ai vues, moi, dans ma vie, que j'avais jamais vues avant. certains contextes économiques aussi doivent le favoriser, dans le sens où là, on a un président élu aux États-Unis qui promet certaines barrières tarifaires à la frontière. Est-ce que ça va impacter nos entreprises ici, la demande qu'ils vont avoir pour leurs produits? Ceux qui sont en processus de négociation en ce moment, il doit y avoir des points d'interrogation à ce niveau-là et attendons aussi. Ben, il y a toujours de la valorisation d'entreprise. C'est ça qui arrive. Je veux dire, comme j'ai dit, si tu veux une entreprise puis l'acheteur est capable de se financer à 100%, moi, j'ai un client qui a acheté compagnie financée à 100% par la BDC, ben, il n'y en a pas d'earn-out. Mhm. Tu sais. Bon, parfait. Si tu es capable d'avoir le cash down puis que la banque te finance à 100%, pas de problème. Mais, encore là, il y en a. Il y en a de plus en plus. Je n'ai pas dit que c'est 100%. La date, c'est 33%. Merci. On avait une question qui était une précision sur les formulaires TPS-TVQ tout à l'heure quand la question était répondue. On voulait savoir de Mhm. quel formulaire il s'agit. Là, je ne veux pas me tromper. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais juste faire une recherche. Ça va me prendre 30 secondes. Est-ce qu'on a une autre question en attendant, Chantal, qui pourrait être répondue entre-temps? La question a été répondue dans le chat. Quelqu'un propose le FP 2044, formulaire de Euh, taxe. Est-ce que Je c'est le pense cas? que ça fait effectivement ça. Sinon, je n'ai pas d'autres questions dans le Q&A pour l'instant, mais je crois, Grégory, que toi, tu en avais quelques-unes. Qui ont été beaucoup abordées jusqu'à présent. Euh, Est-ce qu'on en a d'autres plus précisément? Moi, je vous dirais que ça fait un bon tour d'horizon là, à mon sens. Est-ce que vous, de votre côté, Maître Pellerin, Maître quoi, qu'il y a des éléments que vous verriez que ça vaudrait la peine de jeter un peu plus de lumière là-dessus? Ben, je pense que ce qui était intéressant des close earn-out, c'est ça, c'est que ça permet peut-être à des acheteurs de se différencier. Pas dans tous les cas. Je comprends très bien le commentaire du courtier en vente d'entreprise. Mais ça permet à des gens, justement, parce que là, l'argent coûte cher, aller chercher se financer. Comme je disais, il y a des balances de prix de vente. Les banques sont très intéressées. J'en ai un autre dossier qu'on vient de faire, puisqu'on fait ça tous les jours. Encore là, qu'il y a une balance de prix de vente et qu'il y a un out après ça dedans. Parce que c'est du financement, finalement. Tu te finances avec l'argent du vendeur, tu te finances avec l'argent de la compagnie aussi. C'est un Mhm. avantage parce que le paiement que tu vas faire, finalement, à la fin de la journée, c'est avec les profits de l'entreprise. Peut-être en guise de conclusion, là, si on se replace à nouveau là, dans les souliers du repreneur, du cédant qui, comme je le disais en début de rencontre, viennent de initier une première rencontre, analyser les états financiers comme vous Mhm, l'avez mhm. relaté, Maître Pellerin, euh, semble déjà commencer à discuter des conditions potentielles. On sait souvent le prix de vente demandé par le cédant. Bon, si c'est à travers l'index, parfois il y en a qui ne le nomment pas, mais bon, déjà le repreneur va se faire une idée au niveau de ses chiffres, voir si ça a Mhm. du sens, s'il peut rembourser son prêt avec le bailleur qui est là avec le prix qui est demandé. Euh, Est-ce qu'il y a des pièges à éviter
sur la manière d'aborder là, les close earn-out avec les acheteurs ou des dernières recommandations que vous verriez là, à partir du moment où on se dit, comme repreneur dans notre tête, ouais, ça va Ben, pas le faire, c'est peut-être un peu trop élevé. Comment j'aborde le cédant ben, pour pas l'offusquer non plus, là? moi, ce que je dis toujours là, dans toute négociation, quelle qu'elle soit, c'est la communication. Tu communiques avec la personne de l'autre côté, tu t'assois avec elle, tu discutes, tu analyses la situation. Oui, je comprends, Claude, que tu veux 1,2 million. J'ai regardé, je serais pas capable de me financer 1,2 million pour t'acheter. Voici ce que je te propose. Je te propose, exemple, 1,3, 1,4, 1,25. Comment? De la façon suivante. On va le structurer ensemble. Puis dans certaines transactions, même j'en ai une actuellement qui se discute, le vendeur et les acheteurs parlent au même banquier. Parlent ensemble. Comment tu peux financer les acheteurs? Parce que moi, je veux les aider. On va travailler ensemble pour faire la transaction. C'est la communication. Tu sais, j'ai donné une présentation à Ville de Laval à un moment donné avec la CETEC. Et les gens ont toujours peur d'habiller la mariée, puis de dire, regarde, je suis à vendre, puis je veux pas que les gens le sachent, puis je veux me cacher. Non, il faut communiquer ce qu'on a, nos besoins, il faut communiquer ce qu'on demande, communiquer pour arriver justement à faire un mariage. Si on s'en va puis on dit non, moi, c'est fret net sec, ben, il n'y en aura pas de deal. Puis dernier mot que je vais dire peut-être aujourd'hui, sachez une chose, les vendeurs, votre entreprise, elle vaut exactement ceci si personne ne vous achète. Elle vaut rien. Il faut avoir l'évaluation que vous voulez sur la planète Terre, que votre comptable, un évaluateur d'entreprise vous dise ça vaut X millions de dollars. S'il n'y a personne pour l'acheter, comme votre maison, vous allez rester pogné avec. Donc, du côté de l'acheteur, là, de travailler pendant, ça, je le vois parfois dans certains dossiers, de travailler pendant, analyser les chiffres, pas donner de nouvelles au cédant, travailler sur une lettre d'intention pendant 2, 3, 4, 5, 6 semaines, puis là, boum, envoyer ça par courriel, la voici. On se magasine peut-être des problèmes, on va créer une surprise chez le cédant, euh, alors que si on y va avec communication, on se fait des rencontres, on va luncher, on relate certaines observations qu'on a prises dans les analyses au cours de l'analyse financière. On construit notre scénario de transfert par dialogue verbalement, progressivement, pour arriver à ce que lorsqu'on envoie la lettre d'intention, il n'y a pas Exact. cette surprise-là ou que ça ne soit pas reçu comme une claque d'en face. On se Non, donne plus de chances d'y arriver. tout à fait. Puis comme je dis souvent à mes clients, c'est pas mon deal, c'est ton deal. Moi, je suis là pour te représenter. Moi, les dossiers où je vois des avocats qui se mettent à la place du client puis qui essayent de faire la job du client, c'est pas son dossier. Il est là pour représenter le client. C'est à eux, ça va être un mariage entre eux autres parce que d'une façon ou d'une autre, le vendeur va devoir demeurer un certain temps et souvent, c'est le bébé du vendeur. Il veut savoir avec qui il va faire affaire. Tu sais? Donc, en faisant une collaboration, en communiquant, c'est beaucoup plus facile à adoucir, hein? Puis la transaction va se faire plus facilement, puis souvent pour un prix que tout le monde va être satisfait. Un grand merci, Maître Pellerin, Maître Quack, pour ces présentations-là. C'était très clair. Avant de nous quitter, deux événements auxquels on vous convie. D'abord, en 2025, c'est loin, mais comme on dit, c'est save the date, comme on dit en bon français. Le 15 et le 16 avril prochain à Montréal, au Palais des Congrès, c'est le rendez-vous annuel au Québec pour tout ce qui concerne le repreneuriat, le transfert d'entreprise. Il y aura toutes sortes d'activités sur place. La programmation est en cours de développement. Donc, j'y serai d'ailleurs, ainsi que l'ensemble de mes collègues conseillers pour pouvoir vous parler. Et on a autre événement, le Club des repreneurs, plus particulièrement pour les régions de Montérégie et Estrie, le 4 décembre à 17h30, si vous êtes un repreneur, que vous envisagez potentiellement une acquisition, mais que vous aimeriez peut-être un associé pour vous lancer dans cette aventure-là. Souvent, des profils complémentaires peuvent faire des belles équipes, que ce soit un profil développement d'affaires, un profil plus technique, un profil un peu plus managérial. Donc, c'est l'occasion pour pouvoir rencontrer des potentiels associés et aussi pour entreprendre en ayant quelqu'un sur qui vous reposer, concilier la vie entrepreneuriale et familiale comme
Souvent, les plus jeunes générations souhaitent le faire. Donc, les conseillers sont également sur place pour pouvoir vous parler lors de cet événement-là. Donc, voilà qui conclut notre webinaire. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les services du CETEC, rencontrer un conseiller, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous voyez nos coordonnées à l'écran. Et n'hésitez pas également à vous inscrire à notre infolette qui vous enverra tous les prochains webinaires qui pourront être écoutés sans nécessairement procéder à une inscription, je tiens à le mentionner.